Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème du cloud public, un espace de collaboration avancée sécurisé. Donc, ce webinaire est animé par Yann Fischer, donc, qui est consultant sur les solutions collaboratives au sein de Neos SDI, et je suis Sandra Michel, responsable marketing. Néo SDI, donc on a déjà fait plusieurs webinaires ensemble, mais je fais un petit rappel toujours en début de webinaire. Donc on a un cabinet de conseil spécialisé sur les technologies Microsoft. Nous sommes l'un des 10 premiers partenaires certifiés dans le monde. Donc ce classement est issu de la dernière étude du Raymond Channel Partner Magazine. Donc nous sommes très attachés à la partie certification au sein de Neos. Et ce classement est la combinaison en fait entre nos consultants certifiés et les témoignages de nos clients. Donc on intervient aujourd'hui sur l'ensemble des offres Microsoft, ce qui est un atout puisque nous sommes capables de traiter plusieurs sujets transverses au sein d'une même entreprise. Nous travaillons donc sur des projets liés à l'infrastructure, également sur la partie applicative, la partie BI, la partie CRM et la partie ERP. On travaille aujourd'hui énormément sur des projets de transformation digitale en entreprise et dans ce cadre, l'accompagnement au changement est nécessaire et fortement recommandé. On apporte également à nos clients des solutions de TMA, enfin tout ce qui porte sur la partie support et maintenance. Quelques chiffres, donc Neos SDI est une société indépendante qui a été créée en 2001. En 2014, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 16 millions d'euros. Nous comptons aujourd'hui un peu plus de 180 collaborateurs et nous sommes répartis sur 5 agences, donc sur Paris, Dijon, Lyon, Toulouse et Strasbourg. Donc ensuite sur la slide suivante, donc nous recensons ici les différentes certifications que Neos dispose aujourd'hui. Nous travaillons donc sur 100% de la palette Microsoft qui est représentée sur cette slide. Mais encore, ce n'est pas exhaustif. Donc je vais laisser maintenant la parole à Yann qui va nous exposer donc ce nouveau thème sur le cloud public. Merci à tous. Merci Sandra. Bienvenue. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est donc le cloud, mais plus particulièrement d'un côté sécurité. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une petite présentation du cloud Microsoft. Ensuite, on fera un point sur les grands principes de la sécurité, notamment dans le cloud. Et ensuite, je vous démontrerai quelques fonctionnalités de sécurité qui sont assez simples à mettre en place sur une offre de type Office 365. Qu'est-ce que c'est que le cloud? Eh bien, c'est un ensemble donc de fonctionnalités informatiques qu'on va déporter dans des data centers, dans les centres de données, donc d'un éditeur qu'on aura choisi au préalable. Ces différentes fonctionnalités vont aller de l'infrastructure, donc on va déporter des serveurs, on va héberger des serveurs directement dans les data centers de l'éditeur, des bases de données applicatives également, des services qu'on va pouvoir exposer et consommer par le web, ainsi que des solutions logicielles, donc par exemple pour Microsoft, Office 365. Alors, pour Microsoft, Microsoft a monté son offre cloud autour de 3 axes, qui sont donc protection et confidentialité. Donc, extrêmement important, donc directement lié à la sécurité. Donc, la protection des données, l'accès aux données, la confidentialité, donc la gestion de cet accès aux données, la gestion des notions de cryptage, la transparence, également, donc avec le cloud Microsoft, vous savez où sont localisées vos données. Microsoft est également très proactif en cas de problème rencontré. Les clients sont tout de suite mis au courant d'une faille ou d'un éventuel problème technique côté Microsoft qui pourrait ou même ne pourrait pas affecter directement les services utilisés par le client. Avec, on y reviendra un peu plus tard, également un niveau de SLA, de Service Level Agreement, extrêmement fort.
garanties contractuellement et financièrement. Et le respect des réglementations, c'est-à-dire le cloud Microsoft est bien sûr certifié et audité de manière régulière par tout un ensemble, afin de répondre à tout un ensemble de certifications des différentes normes internationales, européennes, américaines également. Tout ce dont je vous parle, vous pouvez, en tant que client ou futur client, le consulter sur le centre de confiance Office 365. Donc on va rapidement faire un petit aparté sur la présentation. Donc c'est un site qui permet à Microsoft d'exposer ses engagements en termes de cloud. Donc ici, plus particulièrement pour Office 365, et orienté en 4 catégories différentes. Donc vous pouvez consulter ici. Donc la sécurité intégrée, donc avec vous avez un descriptif des différents engagements de Microsoft en termes de sécurité, donc sécurité physique, sécurité logique, sécurité des données, etc. La notion de protection des données, donc vos données sont hébergées chez Microsoft mais vous appartiennent. Microsoft n'en fait pas d'utilisation autre que celle pour laquelle vous souscrivez à un abonnement Office 365. Il n'y a aucune diffusion à un tiers, il n'y a aucune réutilisation même par Microsoft pour des questions publicitaires, ça peut se faire chez d'autres éditeurs, pour également des questions, même pour des questions statistiques. Les données sont à vous et ne sont en aucun cas utilisées par Microsoft. Donc les notions de conformité avec les différentes certifications et différents audits effectués par des vérificateurs indépendants. Et donc également la transparence des opérations. Donc par exemple ici, je vous parlais on reviendra sur ce tableau un peu plus tard, mais des engagements de service de Microsoft, mais également de la localisation. Donc Microsoft, avec le cloud Microsoft, vous savez où sont hébergées vos données. Donc par exemple ici, on va aller pour ce qui nous concerne, si vous souscrivez un abonnement Office 365 ou une offre Azure chez Microsoft en Europe, vous savez que vos données seront hébergées dans un de ces 4 data centers. Ici, alors, petite exception faite des services Azure Directory qui peuvent être répliqués aux États-Unis. Donc voilà, donc ici vous avez un data center en Irlande, en Hollande, en Finlande et en Autriche, avec les différentes spécialités, on va dire, de ces centres de données. Sachant que chez Microsoft, toutes les données sont redondées, c'est-à-dire que vous dépendez d'un data center principal, par exemple l'Irlande, mais si vous êtes en data center principal en Irlande, vos données sont redondées, sont dupliquées sur le data center hollandais. Donc c'est-à-dire en cas de problème majeur, on va dire, pour une raison X ou Y, le centre de données irlandais est amené à ne plus exister, pour une catastrophe par exemple, vos données sont à l'abri puisqu'elles ont été dupliquées et sont dupliquées en permanence sur l'autre centre de données. Donc voilà, le lien sera disponible en fin de présentation, donc je vous invite à aller consulter les différents engagements de Microsoft. Donc je vous parlais des centres de données, voilà. Donc ces centres de données sont présents dans le monde entier. Tout à l'heure on a regardé uniquement l'Europe. Donc un centre de données, une offre est forcément composée d'un centre de données primaire et d'un centre de données secondaire. Donc comme je vous le disais, si vous êtes en Europe, vos données sont dupliquées, donc via un système de redondance entre les différents centres. Toutes ces infrastructures, tous ces centres de données sont certifiés par les différentes normes ISO et SAS, donc les normes internationales ISO. La norme SAS 70, c'est une norme américaine liée aux audits de type Sarbanes-Oxley. Et également, Microsoft est doté de la certification ISO 27018, qui est une certification très récente qui date d'août 2014. Microsoft ont été les premiers à l'obtenir, donc c'est une certification internationale de sécurité des données. Donc Microsoft ont été les premiers à obtenir, et jusqu'à il y a peu de temps, ils étaient les seuls et uniques. Donc il y a uniquement pour l'instant maintenant un autre éditeur qui a réussi à obtenir cette certification, c'est Dropbox. Et chose importante également, toutes ces données
tous ces centres de données ont été conçus dans le respect de l'environnement, avec l'utilisation le plus possible d'énergie verte. Alors au niveau des engagements de service, donc voilà, Microsoft garantit un temps de disponibilité de 99,9%. Ce temps de disponibilité est garanti financièrement, c'est-à-dire que en cas de constat sur une période donnée d'une indisponibilité donc supérieure à 0,1%, contractuellement il est acté que une compensation financière sera débloquée. Donc ce que je disais là-dessus, donc au niveau du temps de disponibilité, est aussi valable au niveau de la réactivité en termes de problèmes. Microsoft, et vous y avez accès directement par exemple dans la console d'administration d'Office 365, Microsoft tient ses clients au courant dès le moindre problème rencontré sur les infrastructures ou les réseaux ou les plateformes applicatives. Et les clients sont donc tenus au courant des différents problèmes, des différentes briques applicatives d'Office 365, que le problème les concerne ou non. Si vous n'utilisez pas Exchange Online, vous êtes quand même au courant des éventuels problèmes Exchange Online. Si vous n'utilisez pas SharePoint Online, vous êtes quand même tenu au courant. Et même si vous utilisez SharePoint Online, dans la descriptive du problème, Microsoft précise le type de fonctionnalité qui peut être affectée. Donc voilà. Donc vous voyez également quelques chiffres donc de la disponibilité donc ramenés au trimestre depuis le second trimestre 2013 jusqu'à la fin 2014. Donc on voit que le plus bas a été de 99,95%. Donc Microsoft est pour l'instant resté dans ses engagements. Voilà, donc on a fait un petit tour au niveau du cloud de Microsoft en général. Maintenant, l'idée ça va être de faire un point sur les principes de sécurité et donc de sécurité dans le cloud. Donc quand on parle de sécurité, en fait, qu'est-ce qu'on attend exactement? Puisque la décision d'aller dans le cloud, elle est souvent motivée principalement par un aspect financier, par un aspect coût d'exploitation, mais cet aspect coût d'exploitation ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Et au niveau de la sécurité, les attentes des entreprises sont nombreuses. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un besoin de savoir où sont localisées les données. Donc, on a vu que Microsoft y répondait dans les points précédents. On veut une sécurité des transferts de données, donc au niveau sécurité des communications, une sécurité également des données au repos. C'est pas parce que je n'utilise pas ma donnée qu'elle ne doit pas être sécurisée. Un contrôle des accès aux ressources, donc pouvoir donner explicitement des droits d'accès à telle ou telle ressource en donnant des rôles à tous mes utilisateurs, limiter l'exposition d'informations sensibles, bien sûr. Donc on verra un peu plus tard que Microsoft propose des fonctionnalités permettant d'avertir, voire même de bloquer l'envoi de mail par exemple en cas de détection d'un certain pattern défini à l'avance, un numéro de carte bleue, un numéro de sécurité sociale, etc. Ou des termes précis métiers qui ne doivent pas, qui seraient considérés comme étant information confidentielle. Les entreprises attendent également une notion de propriété des données, d'être sûr que les données ne sont pas exploitées par l'éditeur, par l'hébergeur. Ces données doivent appartenir au client et ne doivent être en aucun cas, comme ça peut malheureusement être le cas chez d'autres éditeurs, chez certains éditeurs, pardon, doit en aucun cas exploiter à des fins publicitaires ou de statistiques, etc. Et une attente également forte, qui est aussi prônée par Microsoft, c'est la réversibilité de vos données, c'est-à-dire que si jamais vous décidez de quitter l'offre cloud Microsoft, toutes vos données sont récupérables et même une fois le contrat terminé, vos données restent récupérables pendant 90 jours chez Microsoft. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important d'être sûr de pouvoir récupérer l'ensemble des données qu'on aurait mis dans le cloud. Alors, pour répondre donc aux attentes
des entreprises, Microsoft donc fournit les réponses suivantes. Donc c'est très cher à Microsoft, mais aussi au niveau des offres que des data centers. Les data centers donc sont audités sont certifiés par un auditeur indépendant tous les ans, donc au respect, comme je vous le disais tout à l'heure, des différentes normes, donc internationales, les normes américaines, également de normes assez spécifiques comme le HI2PA, qui est une norme de sécurisation concernant le transfert des données santé. Alors, Microsoft répond à cette norme qui est implémentée dans de nombreux pays. Malheureusement, ça n'est pas implémenté en France, puisque pour les données nominatives médicales, la législation française demande un hébergement en France, ce qui n'est malheureusement pas permis par Microsoft. Également donc la certification FISMA qui concerne les données gouvernementales américaines. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toutes ces informations, toutes ces obligations et tous ces engagements Microsoft sont regroupés dans le centre de gestion de la confidentialité et de la sécurité. Donc c'est le site, le Trust Center que je vous ai montré tout à l'heure. La portabilité des données. Donc les données appartiennent aux clients, elles peuvent être supprimées et récupérées à tout moment. Microsoft est également le premier fournisseur mondial à avoir signé les clauses de l'Union européenne. Donc ce sont les engagements contractuels qui concernent le transfert des données personnelles. Donc c'est le premier fournisseur de cloud à avoir signé ces clauses avec l'Union européenne. Je vous en parlais tout à l'heure au niveau de la propriété des données, mais c'est extrêmement important. Microsoft s'engage à ne pas générer d'annonces publicitaires à partir de vos données, à ne pas analyser vos différents courriers électroniques ou documents stockés dans SharePoint ou OneDrive en vue de produire des analyses, voire même d'améliorer le service. Vos données ne sont en aucun cas exploitées par Microsoft autrement que pour l'hébergement et pour l'exposition de ces données pour votre propre utilisation. Et dernier point, donc Office 365 et le reste du cloud Microsoft est cloisonné dans le cloud Microsoft, c'est-à-dire que les réseaux Microsoft sont complètement à l'écart des différents services de consommation qu'on peut trouver sur le web public. Donc pour résumer ces engagements, Microsoft s'engage sur la localisation des données, la sécurité des données, donc qu'elles soient logiques ou physiques. Physique avec, on le verra un peu plus tard, les accès aux data centers qui sont extrêmement régulés. Des sécurités logiques avec par exemple des exécutions de processus sur les serveurs uniquement qui seraient sur une liste blanche définie par Microsoft. On ne peut pas faire tourner n'importe quoi sur le cloud Microsoft, ce qui permet de protéger les données et d'éviter des éventuelles agressions. Un engagement de niveau de service, donc CLA, Service Level Agreement, donc avec visibilité de la disponibilité des services en temps réel, donc directement dans la console d'administration de Office 365, la propriété des données, la réversibilité des données, donc la possibilité de pouvoir récupérer vos données en cas de dénonciation du contrat, et donc un engagement à ne pas utiliser vos données à des termes publicitaires. Alors, pour rentrer un peu plus en détail dans cette sécurité Office 365, donc Microsoft intègre plusieurs briques dans sa solution cloud, un contrôle en permanence du matériel, une isolation des données des clients, une sécurisation des réseaux, un chiffrement des données et les bonnes pratiques Microsoft. C'est-à-dire que, donc, on va revenir sur chaque point maintenant en détail, mais Microsoft, de manière générale, applique ces bonnes pratiques depuis le début des cycles de développement jusqu'à la réalisation et l'exploitation des différents services. Donc à ça s'ajoutent des fonctionnalités de contrôle par et pour les clients. C'est-à-dire que là, la première couche était la sécurité intégrée derrière Office 365. Pour les clients, donc, vous avez un contrôle d'accès d'utilisateurs, par exemple, des fonctionnalités de chiffrement avancées, des antivirus et anti-spam pour tout ce qui est serveur et messagerie, et des audits de conformité qui permettent d'assurer aux clients
que Microsoft respecte les dernières normes nationales ou internationales. Et au niveau de cette conformité, d'ailleurs, Microsoft insiste sur le fait que tous ces audits sont bien sûr effectués de manière indépendante par des auditeurs privés et donc concernent les différentes certifications ISO, les certifications européennes et les clauses européennes, les certifications américaines et également les HIP2A qui donc concernent la santé. Au niveau des accès aussi, au niveau du matériel, donc qui est un engagement de Microsoft, le matériel qui est contrôlé en permanence. Ce contrôle du matériel, ce contrôle donc des data centers passe par une sécurité accrue de l'accès au data center, des systèmes anti-incendie bien sûr très évolués, une authentification à plusieurs facteurs. Alors cette authentification à plusieurs facteurs, on va aussi la retrouver en couche logicielle, on en parlera un peu tout à l'heure. Donc l'authentification à plusieurs facteurs, c'est le fait d'avoir plusieurs moyens d'authentification pour pouvoir rentrer. Par exemple, pour passer la porte du data center, il va falloir que je passe mon badge, mais également que je scanne mes empreintes digitales avec une reconnaissance biométrique. Une surveillance étendue avec contrôle vidéo et également d'autres équipements et normes mises en place pour tout ce qui est résistance aux tremblements de terre, résistance aux catastrophes naturelles. Évidemment, les data centers sont surveillés en permanence, etc. Une sécurité électrique, bien sûr. Et sachant que tout ça concerne, bien sûr, des dizaines de milliers de serveurs dans chaque centre de données. Un autre engagement est l'isolation donc des données des clients. Donc, bien sûr, Microsoft ne vous garantit pas, comme ça peut être le cas pour une installation on-premise, d'avoir votre propre serveur à un certain endroit du data center. Bien sûr, ces données sont mutualisées et il est envisageable et même courant d'avoir différents clients sur le même matériel physique. Et bien sûr, Microsoft propose une isolation logique des réseaux et des données des différents clients qui seraient présentes sur le même matériel physique. Voilà, donc tout accès évidemment par un autre client est automatiquement bloqué et Microsoft se base sur les unités organisationnelles Active Directory, donc les OU Active Directory, pour isoler les données des différents clients. On a également une sécurisation au niveau réseau, c'est-à-dire que bien sûr les données sont chiffrées et il y a une séparation forte entre les réseaux internes et les réseaux externes. Entre les réseaux internes également des différents clients, par une segmentation des différents réseaux bien sûr en différents VLAN, et une séparation avec le réseau externe pour bien sûr permettre une isolation des serveurs, donc via différents firewalls par exemple, pour bien sûr pouvoir être protégé des différentes attaques externes ou tentatives d'intrusion. Un autre point fort concerne le chiffrement des données. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Quand on attend de la sécurité sur ces données, on attend de la sécurité sur ces données en transit, bien sûr, donc pendant les communications, mais également pour ces données au repos, en local, quand personne n'y accède. Le chiffrement donc des données par Microsoft est certifié en local et pendant les communications. Vous avez donc par exemple un chiffrement AES BitLocker sur toute la messagerie. Donc BitLocker c'est une norme qui garantit un chiffrement des différentes partitions des disques, avec renforcé par un chiffrement de type AES, l'algorithme de cryptage. Au niveau des transports, on a les différentes couches, donc SSL et TLS, qui est une évolution d'SSL, donc ça c'est pour tout ce qui est chiffrement pendant les communications. On a également la possibilité d'avoir d'autres types de pigements comme PGP, Pretty Good Privacy, qui permet de crypter le contenu des mails et qui est utilisé par énormément de fournisseurs de messagerie. Et le dernier point sont donc les bonnes pratiques de Microsoft pour la sécurité, sachant que comme je le disais, Microsoft met en avant toutes ces pratiques dès le début de leur cycle de développement. C'est-à-dire que les différents composants sont isolés pendant les développements.
Enfin voilà, Microsoft prend la sécurité très au sérieux, et ce dès le début du cycle de vie des produits. Donc un cycle de développement sécurisé, une surveillance du trafic, ça on l'a vu tout à l'heure pour éviter les attaques externes, une limitation des failles, c'est-à-dire Microsoft va être proactif sur tout ce qui est failles de sécurité ou failles logicielles qui seraient découvertes, et également un engagement sur la résolution des failles avec une transparence au niveau de la centrale d'admin Office 365 envers les clients. Alors, dans la partie suivante, et on terminera ensuite par quelques petites démonstrations, je vais vous parler de quelques fonctionnalités qui sont donc des fonctionnalités de sécurité qui sont propres à Office 365 et qui peuvent être mises en place relativement simplement, avec une installation on-premise sur site. Donc la première fonctionnalité dont je vais vous parler, c'est la fonctionnalité RMS, Rights Management Services. RMS, c'est une fonctionnalité qui permet de chiffrer les données des documents ou des messages électroniques, mais aussi d'appliquer des stratégies d'utilisation en autorisant ou en interdisant certaines actions. Je vais prendre un exemple. Je suis en train de travailler sur un document Word. Je travaille dessus en local. J'ai un abonnement Office 365 via mon entreprise. Je travaille sur un document Word en local. Je n'ai pas créé ce document sur un repository en ligne comme OneDrive ou SharePoint. Par contre, j'ai enregistré mon Word avec mon compte Office 365. Même si je suis en local, je vais pouvoir sécuriser mes données, c'est-à-dire crypter mes données, mais également restreindre l'accès à d'autres utilisateurs, même si je ne leur transmets pas le document par voie connectée. C'est-à-dire que si je mets mon document sur une clé USB, que je la donne à mon collègue, ou que je la distribue à plusieurs personnes, si j'ai décidé que seul un certain nombre de personnes pouvaient éditer mon document, alors les personnes qui récupéreraient ce fichier via clé USB n'étant pas dans cette liste ne pourront pas l'ouvrir ou l'éditer ou l'imprimer, etc. selon la stratégie que j'aurais employée. Bien sûr, derrière, RMS permet, à partir du moment où je retourne en ligne, une protection des données quand elles sont transférées à nouveau vers les repositories Office 365. Et ceci est valable pour les différentes briques. J'ai fait l'exemple avec Word, donc avec les applications Office, mais on a également une protection locale pour Exchange, une protection locale également pour les données venant de SharePoint. Je vous ferai une démonstration des fonctionnalités un peu plus tard. Donc par rapport aux autres approches de sécurité, la force d'RMS, c'est de pouvoir adresser vraiment différents aspects de la sécurité. Donc comme je vous disais, un chiffrement, et qui reste persistant, c'est-à-dire que le chiffrement est lié au contenu, le chiffrement est intégré à mon fichier Word. La protection est liée à l'identité de l'utilisateur, donc je suis le propriétaire de mes données et je dis un tel ou un tel ne peut pas y accéder. Il est possible donc d'élaborer des stratégies, voilà, donc modifier, imprimer, ne pas transmettre pour un email, c'est-à-dire j'envoie un email, je lui mets la stratégie ne pas transmettre, les personnes qui le reçoivent ne pourront pas le transmettre à des tiers, qu'ils soient dans la société ou hors de la société, ou par exemple des délais d'expiration. Donc via le chiffrement, ça permet une collaboration sécurisée avec les équipes, les partenaires, et également voire même des partenaires externes. Une intégration avec les services. Donc malgré ce chiffrement, les services Office restent disponibles, comme l'indexation de contenu ou les services d'informatique décisionnelle BI. Bien sûr, c'est pas parce que je crypte un document que plus personne ne peut y accéder, enfin mes services ne peuvent plus y accéder, mes services de sécurité, tout du moins. Voilà, la seule chose qui n'est pas assurée par RMS, c'est la perte d'un disque dur ou le vol de mes disques durs ou clés USB ou autres, mais ce qui peut être renforcé avec la technologie BitLocker qui elle est présente nativement dans les systèmes d'exploitation de Microsoft.
Donc un point qui est très intéressant pour RMS et également pour toutes les autres fonctionnalités de sécurité ou d'autres fonctionnalités plus générales dans Office 365, c'est la simplicité d'activation. De manière générale, RMS ou DLP, qui est la fonctionnalité suivante qu'on va voir dans les slides suivantes, sont des fonctionnalités on-premise qui sont assez lourdes à mettre en place. Ça va demander énormément de configuration, potentiellement un achat de licence supplémentaire. Ici, vous souhaitez activer donc RMS, vous allez dans la console Office 365, dans la partie administration, voilà, et on clique sur le gros bouton bleu Activate et le système RMS est mis en place. Ça, c'est vrai que c'est un gain de temps et également de budget assez important dans tout ce qui est mise en place de stratégie de sécurité. Derrière, bah voilà, donc des exemples. On verra une démonstration ensuite d'utilisation d'RMS. Donc comme on voit, bah, on peut utiliser RMS dans la messagerie, alors que ça soit depuis le client Laura Outlook ou depuis l'Outlook Web App, donc le client léger web. Par exemple ici, on voit que je peux sélectionner des permissions sur mon email, donc c'est la première capture en haut. Donc ici, par exemple, Do Not Forward, ce qui fait que mon mail, la personne qui recevra mon mail ne pourra pas le transférer à quelqu'un d'autre. On peut également utiliser RMS donc dans les applications Office. Donc ici, par exemple, je peux restreindre l'accès à mon document PowerPoint. Et également dans SharePoint, au niveau du bibliothèque de documents, on peut décider d'appliquer certaines stratégies. Je peux dire, par exemple, ici c'est ce qu'on voit rapidement dans la capture, je peux dire que tous les utilisateurs qui ont des droits de lecture sur mes documents vont être en plus incapables de pouvoir éditer ou imprimer un document qu'ils auraient téléchargé, puisque si je n'utilise pas RMS, l'une des limitations de SharePoint va être de télécharger le document en local et puis d'en faire un petit peu ce que je veux. Dans SharePoint, on restera avec les permissions définies, mais rien ne m'empêche d'interdire à un utilisateur d'imprimer le document. C'est ce qu'on peut faire avec l'activation d'RMS, donc qui s'appelle Information Rights Management, IRM dans SharePoint. Une autre fonctionnalité assez intéressante va être liée à la prévention de la perte de données. Comme je le disais tout à l'heure, une des préoccupations des entreprises va être de limiter, voire avec l'objectif de supprimer complètement, les fuites de données sensibles. DLP, donc Data Loss Prevention, prévention de la perte de données, est une fonctionnalité qui permet de prévenir l'utilisateur, voire d'appliquer certaines stratégies de sécurité en cas de détection d'informations matchant un pattern spécifique. C'est-à-dire, par exemple, donc je le disais tout à l'heure et je vous en ferai la démonstration, des données financières, des numéros de carte bleue, des données personnelles comme un numéro de sécurité sociale, etc. Là derrière, on peut simplement afficher une alerte à l'utilisateur, voire complètement interdire l'envoi d'un mail contenant ce type de données. Bien sûr, tout ça a pour but de ne pas non plus gêner l'utilisateur dans son flux de travail habituel. Donc ce sont des notifications plutôt légères. Ça fonctionne aussi hors connexion. En fait, par exemple, dans Outlook va aller télécharger les différentes stratégies de sécurité DLP d'Office 365 et du coup, en cas de rédaction d'un mail en mode en ligne, ces stratégies seront quand même appliquées. C'est configurable et personnalisable, les différents textes et les différentes actions en cas de détection d'un pattern DLP peuvent être personnalisées. On peut également importer des modèles de stratégie en provenance de partenaires de sécurité dont c'est le métier d'élaborer ces différentes stratégies. Pour utiliser DLP, donc c'est extrêmement simple. À partir du moment où la stratégie est définie dans l'administration centrale d'Office, celle-ci est directement récupérée par les clients à Outlook. Et comme vous le voyez ici, c'est d'ailleurs une capture d'écran de la démonstration que je vais vous faire plus tard,
Mais à partir du moment où Outlook a détecté une information sensible, ici, une notification est affichée pour l'utilisateur. D'autres fonctionnalités comme l'archivage et la rétention des messages de manière native, donc une boîte aux lettres secondaire d'archivage est fournie avec la gestion d'un quota d'archivage séparé pour la messagerie. Ces archives peuvent être administrées via la console d'administration ou en PowerShell, et elles peuvent être consultées sur site, donc directement récupérées dans le client Outlook ou directement en ligne. Les stratégies d'archivage peuvent être définies dans un plan de gouvernance global qu'on va gérer au niveau de l'administration, avec une durée de rétention, donc des critères automatiques en fonction de la date, des stratégies en fonction des dossiers dans lesquels sont les éléments, voire même pousser une date d'expiration dans un email. Une autre notion pour un autre type d'archivage, c'est la conservation. C'est ce qu'on va appeler le legal hold. C'est en cas et ça peut arriver à n'importe quelle société, en cas de problème juridique, il est possible de geler tout ce qui va se passer dans certaines boîtes aux lettres. Par là, je veux dire que par exemple, il va être possible, les utilisateurs ne verront pas le changement, mais il va être possible de ne pas supprimer définitivement des messages. Il va être possible de conserver tout ce qui va se passer sur une boîte de messagerie ou l'ensemble des boîtes messagerie de la société pendant une certaine date. On peut également faire des requêtes assez fines, je veux dire à partir du moment où je trouve un certain mot de passe, alors je ne veux pas que ce message soit supprimé, etc. Donc c'est des choses qui peuvent être importantes en cas de litige. Et toujours et souvent en tout cas dans ces notions de litige juridique, Office 365 fournit une fonctionnalité de recherche qui s'appelle e-discovery, donc qui se base en fait sur la recherche multi-boîte aux lettres. Donc je vous en ferai une démonstration tout à l'heure, mais je peux aller chercher le contenu de plusieurs boîtes aux lettres via une recherche multicritère, ce qui permettrait éventuellement en cas de litige d'identifier certains emails en cas de fuite de données, etc. Donc directement dans l'administration Office 365, vous avez accès à la fonctionnalité, donc je vous en ferai une démonstration tout à l'heure, une recherche multicritère qui permet très simplement de rechercher les mails. Voilà. Et un dernier point qui est donc, je vous en ai parlé pour l'accès au centre de données, mais c'est l'authentification multifacteur, le MFA, donc qui permet de sécuriser l'accès à vos applications en ajoutant une couche supplémentaire à l'authentification. C'est-à-dire que l'utilisateur va, quand il veut se connecter, fournir son identifiant, son mot de passe, mais je peux exiger également un moyen de contrôle supplémentaire qui va être un appel téléphonique. C'est-à-dire que j'ai un numéro de téléphone enregistré au niveau de mon profil utilisateur, j'ai un centre Microsoft qui m'appelle et qui me demande de répéter un certain message. Et là, l'accès est débloqué par un échange de SMS, par une application spécifique sur un téléphone ou une tablette. Cette fonctionnalité MFA est administrable donc via les portails Azure et Office 365, peuvent permettre également de générer différents rapports et font l'objet d'une tarification par contre à part au niveau des différentes offres cloud. Voilà, on a donc ça, c'était juste une petite slide technique pour montrer le fonctionnement rapide avec l'intégration parfaite avec l'Active Directory hébergé dans Azure et le mode de fonctionnement, les différentes étapes au niveau de la vérification de l'authentification avec facteurs multiples. Voilà, ici vous avez un exemple. On voit que l'utilisateur M. Wallace s'est authentifié. Là, il s'est authentifié avec son identifiant classique et son mot de passe. Voilà. Pour davantage de sécurité, nous devons vérifier votre compte. Un SMS lui est envoyé sur son téléphone qu'il a enregistré au préalable. Et c'est uniquement à la saisie du code de vérification envoyé par SMS qu'il sera effectivement
authentifié qui pourra se connecter à ces différents services. Le dernier point, c'est donc le chiffrement des données, donc qui est implémenté dans à peu près toutes les couches de l'offre du cloud Microsoft. Donc au niveau des données en transit, on en a parlé tout à l'heure, l'utilisation du protocole TLS ou SSH avec PFS, qui est un système d'échange de clés élaboré. La possibilité d'utiliser ExpressRoute, qui est un système de VPN en fait dédié à Office 365, donc qui permet d'établir un tunnel sécurisé entre l'utilisateur et les services. On a également un chiffrement au niveau des données en transit au sein même des data centers. Les données au repos, donc comme je vous en parlais tout à l'heure dans les data centers, donc même la donnée non utilisée est protégée, donc avec BitLocker, donc chiffrement de partition, ou un cryptage par fichier qui peut être mis en place. Et également au niveau de la communication entre les utilisateurs, donc cette partie-là va faire l'objet d'une démonstration rapide. Je vais pouvoir utiliser, comme pour RMS ou DLP, des stratégies qui vont permettre à un utilisateur de décider de crypter ou non un message. Par exemple, la présence du mot confidentiel dans le sujet peut déclencher le chiffrement de ce message, et derrière l'utilisateur, le destinataire, ne pourra ouvrir son mail que dans un environnement sécurisé dans lequel il se sera lui-même authentifié. Donc, maintenant, je vais vous faire une démonstration de ces différentes fonctionnalités. Donc on va commencer par RMS. Alors, je me connecte au portail. Donc là, je vais vous faire une démonstration rapide donc, de la fonctionnalité RMS, qui permet donc de chiffrer et d'appliquer des stratégies d'utilisation dans différents outils. Donc ici, je décide d'envoyer un email à mes collègues RMS, et je souhaite que ce mail ne soit pas, que ce message ne soit pas, que l'utilisateur ne puisse pas le transférer. Donc, je peux écrire ça, mais ça risque de ne pas être extrêmement utile en termes de sécurité. Par contre, ce que je peux aller faire, c'est ici aller appliquer des permissions. Donc là, je suis dans le client léger Outlook, mais ça fonctionne aussi dans le client lourd. Ici, j'ai une stratégie qui a été appliquée qui s'appelle Do Not Forward. Voilà. Donc une petite notification qui dit que les destinataires ne pourront pas transférer, et j'envoie mon message. Donc ici, je vais attendre rapidement de le recevoir. Voilà. Donc ici, moi je suis côté destinataire dans mon Outlook. Je reçois un message avec une petite icône qui me dit qu'il est impossible de transférer ce message. Si je l'ouvre, voilà, hop. Alors attendez, on va le voir mieux ici. Voilà, si je l'ouvre en grand, j'ai mon petit message ne pas transférer, mais surtout je vois qu'ici la fonction transférer est désactivée. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez simple qui peut être mise en place pour tous les messages. Donc je donne le choix à mon utilisateur d'utiliser RMS pour, par exemple, ne pas transférer un document. Une autre utilisation va être, comme je le disais, à partir des applications Office. Donc là, ici je suis sur un document PowerPoint, c'est ma présentation. Je peux assez facilement définir, et ça fonctionnera aussi en mode en ligne, je peux décider de restreindre les permissions sur ma présentation. Donc je suis en dehors d'un environnement SharePoint ou d'un environnement OneDrive, etc. Et là, je vais pouvoir aller consulter mon annuaire, et puis donner voilà, à tout un groupe là, projet Falcon, de restreindre l'accès en lecture uniquement à ces utilisateurs-là. Voilà, donc la seconde démonstration, je vous ai parlé tout à l'heure de la fonctionnalité, où est-ce qu'il est? La fonctionnalité DLP.
Donc c'est une fonctionnalité qui permet de limiter la perte de données. Donc ici par exemple, moi j'ai décidé d'une stratégie qui va être de ne pas d'avertir l'utilisateur quand il envoie à un de ses collègues, quand il envoie des données financières. Donc ici, j'ai un document Excel qui contient voilà, des numéros de carte bleue avec des dates d'expiration. Donc voilà, donc des données quand même relativement sensibles. Et je veux envoyer ce document en tant que pièce jointe de mon email. Voilà. Et là, vous avez vu, j'ai attendu 2 ou 3 secondes. Outlook a automatiquement reconnu que des données sensibles étaient présentes au sein de mon fichier et m'affiche des informations de sécurité. Donc cet email contient des informations sensibles. Merci de justifier votre envoi. Et là, on vous dit que cet utilisateur-là n'est pas autorisé à recevoir ce type d'information. Par contre, j'ai donné la possibilité ici de l'utilisateur qui envoie peut très bien dire non mais je sais, c'est bon, mais celui-là, j'ai besoin de l'envoyer, pas de problème. Donc ici, voilà, j'ai cliqué sur Override. Alors, voilà, on explique que d'accord, vous avez choisi de poursuivre avec l'envoi du mail, mais que bien sûr, votre entreprise pourrait éventuellement vous taper sur les doigts. Mais voilà, et finalement là j'ai accès au bouton Send, chose que je ne pouvais pas faire précédemment. Alors ensuite on va voir donc une autre fonctionnalité dont je vous ai parlé, c'est le e-discovery qui permet de assez simplement faire une recherche multi-boîte aux lettres, qui peut être possible en cas de litige juridique. Donc vous avez accès dans l'interface d'administration Exchange à en fait un éditeur de recherche. Alors ici, je l'ai déjà fait à l'avance, ça prend un peu de temps de lancer la recherche, mais ici j'ai tout bêtement fait une recherche avec le mot test. Hop. Voilà, je souhaite me sortir tous les mails contenus dans mon Talent Office 365 qui contiennent le mot test. Voilà, donc j'ai lancé cette recherche tout à l'heure. Il m'a trouvé 8 résultats que je peux aller vérifier ici. Alors ça va être a priori les messages que j'ai envoyés moi pour lors des démonstrations. Voilà, alors les résultats sont classés. Bah voilà, la recherche de tout à l'heure en avait donné 8, mais ici maintenant j'en ai 10 puisque j'ai fait mes tests RMS tout à l'heure, ne pas transférer. Voilà, vous avez dans les différentes boîtes aux lettres toutes les instances de messages dans lesquels on trouve le mot test. Voilà. Et la dernière démonstration donc, va concerner le chiffrement des données. Donc ici, je vais à nouveau envoyer un message à mon collègue administrateur, sauf que cette fois, j'ai fait une règle dans Outlook, dans Exchange, pardon, qui dit que si mon mail contient dans le sujet en majuscule confidentiel : alors je veux que ce mail soit envoyé, normalement, mais de manière chiffrée. Donc là, voilà, j'envoie mon email. Je retourne ici en tant qu'administrateur dans mon message. Voilà. Alors là, voilà ce que mon destinataire reçoit. Vous avez reçu un message chiffré de yann@yanfisher.microsoft.com. Pour l'ouvrir, veuillez ouvrir veuillez ouvrir le message, la pièce jointe. Là, je suis redirigé sur une page qui me dit voilà, message chiffré de la part du destinataire de la part de l'expéditeur pour le destinataire. Pour voir ce message, cliquez sur un de ces deux liens. Là, soit je vais accéder à une page dans laquelle je vais pouvoir m'authentifier avec mon compte Office 365. Bon, là, ça va pas être extrêmement
extrêmement pertinent dans notre cas puisque je suis déjà authentifié, ou alors je peux décider d'utiliser un mot de passe chiffré, valable une seule fois. Ce qui va se passer ici, c'est que je suis les différentes étapes, je vais pouvoir accéder à mon email, mais mon email, je ne vais l'ouvrir que dans un environnement sécurisé, dans le navigateur et hébergé sur Office 365. Donc hop, là normalement j'ai reçu un mail, voilà, avec mon code secret. Je colle. Et voilà. Donc vous voyez que je peux. Donc là, je suis dans un environnement complètement sécurisé, hein, en HTTP sécurisé ici. Donc là, en fait, toutes ces fonctionnalités, par le e-discovery, permettent à l'utilisateur d'appliquer lui-même des stratégies de confidentialité, de chiffrement, de sécurité, de contrôle des accès directement sur ces éléments de travail, ces documents ou ces messages électroniques. Une dernière précision, voilà. Alors deux petits liens utiles, alors une autopromotion et un vrai lien, on va dire, trust.office365.com. Donc c'est le lien vers le centre de gestion de la confidentialité de Microsoft pour Office 365. Donc c'est ce que je vous ai montré en début de présentation. Donc c'est le site qui regroupe tous les engagements de Microsoft en termes de sécurité, confidentialité, respect des normes pour leur offre Office 365. Et, voilà. Et le lien vers le site des NeoCSDI pour plus d'informations sur notre société.